Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale sur Common Air consacrée au Tourcoing Jazz Festival 2018 et à la com culturelle. Aujourd'hui nous recevons Yann Sups, directeur du Tourcoing Jazz Festival, avec lequel nous allons passer l'intégralité de l'émission. Bonjour Yann. Bonjour. Le Tourcoing Jazz, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a 4 axes au Tourcoing Jazz. On a bien évidemment le festival dont on va parler, qui est le projet le plus ancien du Tourcoing Jazz, puisqu'on fête cette année les 32 ans d'existence du festival. Et puis, quelques années plus tard, s'apercevant du succès que rencontrait le festival, nous avons lancé ensuite un deuxième axe qui est le Tourcoing Jazz Club, qui est un rendez-vous mensuel dans la petite salle de spectacle de la Maison Folie Hospice d'Avray. En 2011, nous avons lancé le Tourcoing Jazz Tour, que nous venons de terminer, qui a vocation là à travailler en dehors de Tourcoing et avec d'autres partenaires culturels, d'autres villes de la métropole lilloise, de l'Eurométropole même, puisque nous allons jusque Moucron, ville voisine. Et le dernier axe que nous avons lancé, on le lance cette année, ou plutôt plus précisément d'ailleurs l'année prochaine, en 2019, c'est le Tourcoing Jazz Event. Et cet axe-là va avoir pour vocation d'organiser des grands événements, en tout cas des grands concerts avec des artistes qu'on a déjà reçus au moment du festival ou qui pourront revenir au moment du festival. Mais on essaiera de ponctuer la saison par des grands rendez-vous au théâtre municipal ou en partenariat avec d'autres structures. Donc D'accord. Voilà, 4 axes au Tourcoing Jazz. Alors, combien il y aura de concerts pendant le festival et où est-ce que ça va se passer ? Il y a à peu près 27-28 concerts sur la semaine. Plus de 30 formations, ça représente à peu près 180 artistes qui vont débarquer sur les scènes du Tourcoing Jazz. Les 3 lieux majeurs du festival sont le théâtre municipal, qui est la plus grande salle, 850 places. Nous avons également le Magic Mirror, qui est devenu vraiment un lieu assez emblématique et assez caractéristique du festival, puisque ça fait 20 ans que nous l'installons chaque année sur le parvis de l'église Saint-Christophe. Et ça reste un lieu auquel on tient particulièrement pour sa convivialité, pour son originalité. Voilà, si vous ne le connaissez pas, il faut venir le découvrir. Il y a différents concerts qui s'y déroulent, dont des 12h30 qui sont gratuits, donc ça permet de faire une pause déjeuner en musique. Et le 3e lieu, c'est la petite salle de la Maison Folie Hospice d'Avray qui sert aussi de club à l'année. Donc du 13 au 20 octobre. Voilà, on démarre samedi 13 et on a 8 jours de concert. Et donc sur cette grosse semaine, quels seront les moments forts ? Il y en a plusieurs parce que la programmation du festival se construit sur différentes thématiques. Il y a bien sûr du jazz puisque c'est l'essence du festival et toute l'histoire du festival. Mais il y a 20 ans, on a pris le pari avec Patrick Drian qui travaille avec moi sur la direction artistique et Renaud Di Matteo d'ouvrir ce festival. Parce que le jazz, c'est pas... alors il y a bien sûr le jazz qu'on connaît, mais le jazz inspire énormément d'autres esthétiques musicales. On le retrouve dans les musiques du monde, on le retrouve dans la soul, on peut le retrouver dans différents courants. Il y a différents axes étant forts du coup par lieu, parce qu'il y a aussi dans chaque lieu une forme de thématique. Alors au théâtre municipal, on a ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les grands rendez-vous. D'accord. On va y retrouver effectivement les grandes pointures nationales et internationales. On peut citer Joshua Redman pour un jazz, une formation américaine. On peut citer André Manoukian. On peut citer Chucho Valdés et Omar Sosa qui clôtureront la 32e édition sur un jazz plus cubain. Et puis les grands moments du Magic Mirror sont plus dédiés donc aux formes dont je parlais, plus musique du monde avec Fatoumata Diawara par exemple, avec Mulatu Astatke qui est le père de l'Ethio Jazz, où là on est dans des univers musicaux beaucoup plus métissés. On va ouvrir aussi avec un grand guitariste qui est Birelli Lagrène et qui exceptionnellement aura laissé sa guitare pour prendre la basse dans un hommage à Jaco Pastorius. D'accord. Je vous propose qu'on marque une pause pour écouter le morceau Kashmir to Heaven, la 3e partie donc du dernier album de Vincent Perani, Living Being 2, Nightwalker.
Alors vous écoutez toujours Common Air, nous sommes avec Yann Sups, directeur du Tourcoing Jazz Festival, et donc je voulais aborder avec vous la question du programme et des tarifs. Je crois que c'est quand même un plus dans le festival, parce que vous arrivez toujours à avoir des tarifs assez abordables, et je pense que ça peut être aussi un plus pour ceux qui ont envie de découvrir le jazz. Je crois que ça va du concert gratuit à une 30aine d'euros maximum pour à peu près tous les concerts du festival. Oui. Et donc quelles recommandations et propositions feriez-vous à un étudiant qui souhaite découvrir le festival et le jazz plus en particulier ? Alors, effectivement, on a une politique tarifaire qu'on essaie d'être la plus adaptée possible pour permettre au plus grand nombre de rentrer dans nos salles. On a effectivement des concerts gratuits à 12h30 au Magic Mirrors, qui sont une première invitation tout simplement à découvrir une partie de notre programmation et à découvrir le lieu qu'est le Magic Mirrors. Tout dépend, je dirais, de la connaissance que chacun a aujourd'hui du jazz et de la musique en général. La caractéristique de cette programmation, c'est d'être ouvert et c'est de permettre à chacun justement de trouver à un moment donné dans la programmation et dans la semaine quelque chose qui puisse lui convenir. Bon. Et c'est toujours une manière pour nous de faire découvrir le jazz dans ses différentes formes. Le jazz est une musique qui a parcouru tout le XXe siècle sous différentes formes, il y a différentes esthétiques. Et l'histoire du jazz se fait aussi dans un courant musical qui s'est toujours adapté à son époque et qui s'est toujours remis en question. Alors pourquoi ? Essentiellement parce qu'il y a la notion d'improvisation qui est très forte dans le jazz. On a voulu coller effectivement à cette dimension. Le conseil que je peux donner à un étudiant qui ne connaît pas vraiment, c'est de commencer peut-être par venir au 12h30, tout simplement. D'accord. Et puis peut-être de venir davantage sur les concerts du Magic Mirrors, qui sont des formes plus métissées, pour ensuite partir vers des concerts un petit peu plus pointus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir la curiosité, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, la curiosité d'entrer dans les salles et d'aller découvrir le jazz en salle. Le jazz n'est pas une musique de disque à proprement parler. D'ailleurs, les musiciens de jazz sortent des albums, bien évidemment, mais c'est pas ça qui les fait vivre d'abord. Et c'est juste pour eux un moyen de communication, un support qui leur permet de se faire connaître et qui permet de faire connaître le dernier projet. Les musiciens de jazz sont des musiciens de scène, avant tout, ils adorent ça. Et la surprise du jazz dans la dimension d'improvisation, c'est ça. Le concert d'un soir ne ressemblera pas à celui du lendemain. Est-ce que vous sentez que le public est différent sur les 12h30 d'année en année ? Oui, on a un public qui est même différent d'une salle à l'autre, bien sûr d'un concert à l'autre. Et ça, c'était aussi un grand pari, c'était de réconcilier un public ou des publics avec la notion de jazz. Le jazz a encore une étiquette aujourd'hui qui lui colle à la peau, qui est une étiquette de musique pour initier, d'une musique élitiste. Alors bien sûr qu'il y a cette dimension-là. Il y a un jazz qui demande une oreille, qui demande une culture musicale pour pouvoir l'écouter, mais il y a aussi plein de jazz qui s'écoute autrement et qui se découvre autrement. Le pari, c'était de désacraliser un petit peu, dédiaboliser même parfois le jazz, parce que le jazz a beaucoup souffert aussi d'une image d'un courant qu'on appelle le free jazz, qui a existé dans les années 60-70, et qui a fait, voilà, je porte pas de jugement quand je dis ça, mais qui a fait aussi pas mal de tort au jazz et à l'image du jazz, par rapport tout simplement à son accessibilité. Donc le grand pari d'il y a 20 ans, quand on a repris le festival avec la nouvelle équipe, c'était de réconcilier un petit peu différents publics avec le jazz. Est-ce que c'est aussi une occasion de proposer des artistes locaux et de donner la chance à des nouveaux talents ? Oui, c'est tout ça. Un festival, il a différents objectifs. Il a bien sûr besoin de têtes d'affiche, il a besoin de locomotives pour, à un moment donné, braquer les projecteurs sur la programmation. Une fois passé ce stade-là, et ce stade-là est extrêmement important bien évidemment, il y a tout un panel d'artistes à découvrir. Ça peut être des artistes de dimension nationale ou internationale, mais qui commencent à se faire connaître. Et puis bien sûr, il y a les artistes régionaux. On a un terreau aujourd'hui d'artistes dans la région Hauts-de-France qui est super, il y a des artistes passionnants. Et donc on essaie d'avoir ce mélange dans la programmation et de proposer différentes choses. Alors c'est vrai que les artistes régionaux, on les présente souvent sur les 12h30. Les 18h30, les concerts de 18h30 au club sont davantage dédiés à des artistes soit en devenir, soit qui commencent à percer. Et donc ce qui est toujours intéressant, c'est qu'un festival comme le festival de Tourcoing a vu passer bon nombre d'artistes qui sont très connus aujourd'hui, mais dont on a oublié qu'ils ont fait leur premier pas, ou en tout cas pas leur première scène quand même, mais en tout cas
le festival a contribué à un moment ou à un autre à leur éclosion sur la scène nationale et internationale. Je prends comme exemple un artiste que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, c'est Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, avant d'être là où il est, au début de sa notoriété, c'est-à-dire il y a 10 ans, il a été en résidence au Jazz Club, par exemple. Voilà. Et toujours pour continuer sur le local, on remarque que chaque année le conservatoire de Tourcoing prend une place assez importante dans la programmation. On se souvient de l'année dernière, la présence du JFC Big Bang et des 20 ans qui avait vraiment marqué la semaine dans le théâtre Raymond DeVos. Ouais. Et cette année, je crois que les propositions sont toujours aussi importantes. Oui, on a. Alors, la collaboration, c'est pareil, ça fait partie des caractéristiques d'un festival. Si un festival, il faut qu'il soit ancré sur son territoire. S'il vit en dehors de ça, il perd une partie de ses racines. Donc, la collaboration avec le tissu, qu'il soit associatif, qu'il soit pédagogique, ou le réseau des médiathèques, par exemple, est extrêmement important. Donc on a cette dimension pédagogique aussi, qui est moins visible, qui est moins apparente, mais qui existe non seulement au moment du festival, mais aussi à l'année. On a un super département de jazz au Conservatoire de Tourcoing qui existe, qui a fêté ses 20 ans là. Et donc la présence artistique qu'on a sur le festival permet d'inviter tous les ans un artiste à travailler avec ce département de jazz. D'accord. Alors c'est une chance pour le département, puis c'est une chance pour nous aussi, parce que ça permet de montrer une autre facette du travail que nous menons à l'année sur une dimension plus pédagogique. Et c'est intéressant parce que donc, l'année dernière, je crois que c'était Sylvain Riflet qui avait fait ce travail pour le festival. Ça avait continué aussi avec Stéphane Galland tout au long de l'année. Alors ça, c'est le temps effectivement de collaboration qu'on a au moment du Jazz Club, au mois de mai. D'accord. Et donc cette année, on est parti sur un grand pianiste qui est Pierre de Bettman, qui est déjà venu d'ailleurs à Tourcoing travailler avec les étudiants, qui viendra avec son trio sur un concert 18h30 le jeudi 18 octobre, et qu'on retrouvera le samedi midi, le samedi 20, puisque je dirais la résidence se termine par une restitution du travail qu'ils auront mené ensemble sur un concert gratuit au Magic Mirrors. Et donc cette année-là, j'avais remarqué qu'il y avait le concert du quintet des professeurs du conservatoire qui était programmé le lundi et qui est suivi d'une jam session. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait plutôt dans le club. Vous êtes content de cette nouveauté insérée dans le festival, de proposer une jam session derrière un concert? Oui, la jam, c'est l'esprit du jazz aussi. C'est ce qu'on appelle le bœuf aussi dans d'autres termes. C'est-à-dire créer la rencontre de manière très décontractée, très improvisée, très spontanée. Sans se préoccuper du niveau des musiciens. L'idée, c'est qu'il y ait une rencontre. C'est pas de montrer qu'on maîtrise mieux qu'un autre un instrument ou une improvisation. C'est vraiment de permettre à chacun de monter sur scène, sur une scène qui est équipée. Et donc là, effectivement, les jam sessions, il y en a 3 par an sur la saison du club. Et l'occasion nous a été donnée, avec la présence des 5 professeurs qui animent le département de jazz, et qu'effectivement nous allons produire à l'occasion des 20 ans du département, de poursuivre la soirée par ce qu'on appelle un after, et puis d'inviter les musiciens qui veulent s'essayer, se confronter en tout cas, venir jouer avec les étudiants du département, avec leurs professeurs, avec tout le monde est le bienvenu. Et c'est quelque chose qui fait un peu vivre la ville sur toute la semaine finalement, et qui pourrait peut-être s'élargir de plus en plus. Je crois que par exemple il y avait certains clubs comme le Café de Paris qui essayaient de faire ça aussi un peu sur toute la semaine. Oui, tout à fait. Le Café de Paris qui est un tout petit théâtre en fait, c'est vraiment un tout petit lieu, mais il a l'avantage d'être en centre-ville, et donc le Café de Paris l'Audito organise par ailleurs tout au long de la semaine un off, et donc il s'insère par des concerts apéritifs, des différentes initiatives, des jams. Il s'insère dans des créneaux qui ne sont pas les créneaux de concert que nous organisons, mais c'est eux qui vont assurer effectivement les afters par exemple, c'est-à-dire que c'est à la sortie du Magic Mirror, si les gens veulent aller boire un dernier verre et écouter de la musique, ils seront là, à 2 pas du Magic Mirrors. D'accord. Alors avant de passer à la partie de l'émission consacrée à la communication culturelle, je vous propose d'écouter le morceau Brubekjian d'André Manoukian dans son dernier album, donc qui passera le mercredi au théâtre Raymond DeVos avec Vincent Perani en première partie qu'on a écouté tout à l'heure.
va passer à la communication culturelle, du coup. Dans le Tourcoing Jazz Festival. Donc, selon vous, quelles sont les qualités et les compétences requises pour diriger la communication d'un festival tel que le Tourcoing Jazz Festival ? Les compétences, elles sont multiples. Je pense qu'il faut déjà avoir une approche de tous les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui. Bien évidemment, depuis le numérique et son développement, elles sont multiples. On est aujourd'hui à la croisée de deux modes de communication. On a très très longtemps communiqué sur tous les événements et d'ailleurs la publicité et la communication en général sur des supports papier. Cette ère-là n'est pas révolue, mais elle doit être complétée par la dimension numérique, qui prend de plus en plus de place, bien évidemment. Je dirais que par rapport à il y a quelques années, on a 2 fois plus de boulot en communication, parce qu'on ne peut pas pour autant abandonner le support papier. Le support papier, il y a des gens qui y restent attachés, il y a une question de génération d'abord. Nous, on touche quand même un public qui va d'un public quasiment adolescent ou jeune adulte, étudiant, jusqu'à des personnes retraitées. Parce qu'on a aussi une programmation qui est variée. On a des salles qui ne sont pas les mêmes en fonction des concerts qu'on programme. Si on accueille Herbie Hancock, par exemple, on va accueillir plutôt un public qui va de 40 à 60 ans. Si on fait Fatoumata Diawara, on va avoir un public forcément plus jeune, par exemple. Donc aujourd'hui, on a ce défi qui est de maîtriser ces 2 plans de communication. Donc ça, c'est la première compétence, et pour ça, il faut savoir s'entourer, parce que c'est du temps, c'est beaucoup de temps. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux, si on veut être présent, ça demande beaucoup de temps. Cette année, par exemple, j'ai fait appel à une community manager pour animer et développer les réseaux sociaux. Il y a la dimension des relations presse aussi dans la communication. Les relations presse sont aussi confiées à un attaché de presse, au niveau local et au niveau national. C'est une dimension qui reste très, très forte aussi, mais qui passe de plus en plus aussi par les réseaux sociaux et par les sites internet. Et puis la communication papier qui reste effectivement un outil important, d'abord parce que c'est aussi la démarche, en tout cas de communication et la démarche graphique, passe par là aussi. Passe par le support papier, passe par le visuel, passe par la qualité de la brochure. Et puis ça reste un support que les gens aiment avoir sur eux, et conserver même parfois, d'une édition sur l'autre. Et là, on travaille différemment, on travaille sur des diffusions qui sont plus des diffusions dans les magasins, dans les lieux culturels. Et donc il y a une visibilité, c'est-à-dire que la dimension de communication à ce niveau-là, selon les supports, affiches ou sets de table par exemple, n'a pas forcément vocation à faire venir les gens. S'ils viennent, tant mieux. Mais il y a aussi un travail d'image. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans un restaurant et qui va manger sur un set de table ne viendra pas forcément à nos concerts, mais en tout cas, il sait que ce festival existe, il sait à quelle date il va avoir lieu. C'est ces 2 dimensions de la communication qu'on travaille. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Tourcoing Jazz se décline aujourd'hui, et donc il y a aussi tout un travail sur l'approche graphique de l'identité du Tourcoing Jazz. Par exemple, au niveau de la programmation, comment vous procédez en fait, du coup au niveau de la communication? Est-ce que vous avez une manière particulière d'aborder les choses ou... Alors la programmation et la communication sont 2 choses différentes. D'ailleurs, on ne les travaille pas avec les mêmes personnes. Moi, étant à la tête de la structure, ce sont 2 domaines que je travaille et que je touche, mais ce sont deux choses assez différentes. Néanmoins, qui se rejoignent à un moment donné, c'est que une fois qu'on a la programmation, on a encore la chance d'avoir des artistes qui ont pour le coup, une grande préoccupation de l'image et de la photo. Et donc on a une iconographie qui est particulièrement soignée dans le milieu du jazz. Et c'est une vraie chance parce qu'à un moment donné, forcément, ça contribue aussi à l'image et à la qualité de la brochure ou des parutions, des posts que nous faisons sur les différents réseaux sociaux. C'est important pour l'artiste et c'est important pour nous. Après voilà, la programmation se construit quasiment sur une année. On va redémarrer la programmation du Festival 2019 en janvier prochain. Et ça va s'étaler à peu près jusqu'au mois de mai, jusqu'au mai-juin. Et à partir du moment où on a la programmation, on a quand même une idée du fil artistique qu'on souhaite développer et de la couleur de l'édition du festival qui se profile, et on travaille effectivement une communication en fonction de cette couleur de programmation. D'accord. Et est-ce que c'est dur d'adapter la programmation pour réussir à trouver un nouveau public sans pour autant sortir du jazz? Alors c'est pas facile parce que le public est aujourd'hui assez imprévisible.
On a un public qui est bien sûr, il y a un noyau de public qui est fidèle. Il y a un public qui suit l'actualité musicale, il faut savoir la suivre, on a parfois des surprises, on n'est pas non plus devin en tant que programmateur, c'est toute la difficulté du travail de programmation. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles on a un feeling et qu'on arrive à avoir assez tôt, et puis quelques mois plus tard, au moment du concert, l'artiste a fait son chemin et en quelques mois a explosé, donc ça c'est... Et puis il y a parfois des artistes pour lesquels on a un coup de cœur sur un plan musical, et pour lesquels ça suit un peu moins bien en termes de public, mais c'est notre rôle aussi. C'est notre rôle d'attiser la curiosité d'un public et de dire, bah voilà, ça c'est un coup de cœur des programmateurs du festival. D'accord. Par exemple, on pourrait dire que la présence de pas mal de groupes de la fibre un peu Etio Jazz, notamment encore dans le festival et puis l'année dernière dans le club, c'était un petit peu un choix aussi des programmateurs. Ah oui, bah c'est toujours un choix des programmateurs. Mais effectivement, derrière un choix, ce qui prime toujours, c'est la qualité artistique, c'est la démarche artistique, c'est la qualité musicale. On n'est pas non plus dans une dynamique qui consiste à dire ah bah ça rencontre un succès terrible, on n'aime pas mais on va le faire. Non. Le premier argument, ça reste la qualité artistique. Après, il y a toujours une réflexion sur l'adéquation entre la qualité artistique et le rendez-vous qu'on peut avoir avec un public. Ça, c'est évident. On a aussi des enjeux qui sont des enjeux de billetterie sur un festival. Il y a toute une économie derrière un festival. Donc, je ne vais pas dire qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais c'est forcément une dimension qui est importante. D'accord. Je pensais par exemple à des festivals comme Jazz à Vienne qui catégorisent leurs soirées de plus en plus. Mm-hmm. On remarque par exemple que dans le Théâtre Antique, chaque année, on retrouve un peu une soirée française, une soirée un peu plus rock, une soirée blues, et puis ça se termine toujours un peu par la original jazz. Mm-hmm. On remarque que dans la programmation, on retrouve des rendez-vous aussi... sur le Tourcoing Jazz Festival qu'on avait retrouvé à d'autres moments. Par exemple, le mercredi, on pourrait dire que c'est un peu aussi une soirée en hommage au jazz français. Et, par exemple, la soirée avec Charlie Winston qui sort un petit peu du jazz pur, et c'était un petit peu le cas aussi avec l'avenue de Ben l'Oncle Soul l'année dernière. Est-ce que c'est pas aussi un risque de complètement sortir du jazz aussi ? Si, il y a toujours ce risque-là. Alors, sur Ben l'Oncle Soul, il y avait quand même un rapport, dans ce répertoire-là en tout cas. Il y a toujours un risque, il y a toujours une frontière qu'on essaie de ne pas dépasser. On est bien sûr un festival, on est un diffuseur, mais on ne peut pas fonctionner comme un Zénith ou un Sébasto. Il n'y a pas de jugement derrière ce que je suis en train de dire. Il y a juste que dans un festival, il y a quand même une construction et un fil artistique qu'on se doit de tenir. Et donc, il y a aussi du coup des frontières qu'on ne veut pas dépasser et qu'on n'a pas à dépasser dans la manière de programmer. C'est-à-dire qu'on ne programme pas, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui vient. Et on ne programme pas sur le prétexte que ça marche. D'accord. Il y a encore une démarche qu'on veut qualitative sur la programmation. Pour finir, je voulais revenir sur le club. J'ai remarqué que par exemple, pour revenir sur Jazz à Vienne dont je parlais tout à l'heure, ils ont annoncé une saison très importante avec des concerts tous les mois en lien avec l'auditorium de Lyon. Oui. Et donc vous avez un club qui fonctionne quand même depuis certaines années. Est-ce que c'est pas un peu le futur pour les festivals, pour essayer de survivre, de créer un peu ce club qui pourrait être comme le miroir des clubs parisiens où il y a des concerts un peu tous les soirs et finalement on retrouve les grands concerts qui sont passés sur Paris quelques mois après, des tarifs plus intéressants et pour une qualité qui est assez semblable. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le futur pour les festivals de faire ça ? Si, je pense que ça tient toujours à l'idée de ne pas s'arrêter à un festival, en fait, et d'avoir une saison du coup, donc de pouvoir continuer à programmer, à proposer du jazz à l'année. Le Jazz Club, il est né d'un constat qui était simple, c'est que on disait de Tourcoing que c'était la ville du jazz parce qu'elle portait un des plus gros festivals au nord de Paris. Mais ville du jazz, une fois que le festival s'arrêtait, il n'y avait plus de jazz à Tourcoing. Bon. Donc ça, c'était le premier constat, et c'est ce qui a fait que j'ai proposé d'ouvrir ce club. D'accord. Et aujourd'hui, effectivement, on voit plein de festivals qui fonctionnent de cette manière-là. Alors il y a une autre raison à ça, qui est plus une raison de tournée, à savoir que les tournées d'artistes, la manière de fonctionner en tout cas a changé aussi. L'économie est telle qu'aujourd'hui, la plupart des artistes
ne viennent qu'une fois et viennent en tournée. Donc dans un créneau forcément de l'année qui est très précis. Or, si ce créneau ne correspond pas à celui du festival, on passe à côté. D'accord. Voilà. Alors c'est pas vrai pour les artistes nationaux, qu'on arrive encore à faire venir en train pour un seul concert, ça c'est pas un problème. Mais pour tous les artistes internationaux, c'est devenu une réalité. On n'arrive plus, et on n'a plus les moyens aussi. L'économie a changé aussi pour les programmateurs. L'âge d'or des années 80, 70, 80, 90, où on était capable de faire venir pour ce qu'on appelle un one-shot, un artiste des États-Unis, en ayant le budget qui va avec, sur les allers-retours en avion, ça n'existe quasiment plus. Donc on est contraint de fonctionner avec une organisation. La profession s'est extrêmement construite autour du principe de tournée. D'accord. Merci Yann d'avoir accepté de vous joindre à nous pour cette émission sur Common Air. Merci pour l'invitation. Je pense que je serai de mon côté présent sur le festival avec Arnaud Ricala et Radio Campus pour un petit peu couvrir tout ça, et pour les prochains rendez-vous de Common Air, nous tiendrons informés sur les réseaux pour tous les auditeurs. Et donc avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous proposer un de vos coups de cœur du mois pour finir cette émission en musique ? Le coup de cœur sur le festival, alors je vais partir sur un grand monsieur, on est dans le jazz, c'est Enrico Rava. D'accord. Un grand trompettiste d'origine italienne qui va me contredire par rapport à ce que je viens de dire, puisqu'il fait l'aller-retour d'Italie pour nous ce soir-là. Voilà, c'est un trompettiste qui a marqué vraiment l'histoire du jazz et de la trompette en Europe, qui a joué avec les plus grands, dont Michel Petrucciani par exemple. Ou Stefano Bolani. Et donc on retrouvera en quartet au théâtre municipal avant un autre grand saxophoniste, lui américain, qui est Joshua Redman. Merci. Merci. Thank you.